baci, oggi saprai perché l'amore vuole un istante mille baci. Ciao à tutti, comment stai? Pour ce nouveau numéro de Rétromania, on franchit les Alpes à la recherche des plus beaux trésors italiens. Pour dénicher notre pépite du jour, on a dû remonter en 1965 et pousser les portes d'un carrossier, un certain Zagato. C'est lui qui a transformé ce coupé signé Lancia en petite voiture de sport aux lignes si particulières. Allez, pour la découvrir, andiamo! On passe au bloc. Aujourd'hui, Rétromania s'invite à bord de la Lancia Fulvia Sport Badge Zagato. Avec la griffe du célèbre carrossier, ce coupé sportif réunit tous les charmes de la voiture italienne. Une ligne séduisante, un moteur nerveux et un charme inimitable. Pour décortiquer la plus abordable des aides, nous avons fait appel à Mathieu Lamour. Notre expert va nous dévoiler tous les secrets de ce succès commercial et sportif. Et cette voiture, Mathieu, c'est la Lancia Fulvia Sport carrossée par Zagato. Zagato. C'est marqué dessus, de Zagato. Magnifique cette voiture. Elle est magnifique, c'est exactement le genre de petite italienne que j'adore. Un vrai plaisir sur les routes sinueuses. Et c'est un bijou surtout. Et c'est un bijou. On n'en voit pas beaucoup quand même. Non, c'est vrai. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'en plus d'être une voiture italienne, c'est une voiture de carrossier italien. Il y a une grande tradition chez les Italiens. Vignale, Superleggera, Pininfarina. Scaglietti. C'est-à-dire qu'il y a tous les plus grands carrossiers les plus célèbres sont en Italie. Il y a une vraie passion automobile. Et on le voit grâce à ce petit modèle Fulvia. Il n'y en a eu que 2000, c'est la première série. Une Fulvia 1300S. 1969, très joliment carrossé, évidemment beaucoup plus racé que la Fulvia classique 3 volumes que l'on connaît. Moi j'adore. Et puis beaucoup plus légère même, puisque tous ses ouvrants sont en aluminium. Et ça c'est sportif. Et ça c'est très sportif. On passe à l'intérieur parce que monter à bord d'une italienne, c'est aussi une invitation au voyage. Toujours. Et au sport. Qu'est-ce qu'on est bien dans cette voiture quand même. Oui, et puis regarde, tout est une invitation au sport automobile. On a envie d'enrouler les virages. D'ailleurs, regarde cette planche de bord. Tout est en arrondi, très joli. La planche en bois, tous les petits, les ouvertures de porte en chrome. Et puis regarde, tu as une poignée pour te tenir au cas où je sois vraiment un pilote très sportif. Dans ce nouvel épisode, Thomas vous emmène en Italie et en France à la découverte des plus belles créations des années 60. Pour se mettre dans le bain des Transalpines, c'est au volant d'une Alfa Romeo Giulia qu'il va nous ouvrir la voie de ces reines des podiums et de la route. À l'époque, la Giulia, c'est la voiture la plus rapide, la plus robuste et la plus sûre de sa catégorie. En France, ces petites sportives sont aussi très appréciées des collectionneurs. En matière de restauration, ces passionnés peuvent compter sur l'une des carrosseries les plus réputées du pays. Dans son opération mécanique, Thomas se lance un défi. On paye de sa personne, hein. Retrouver la peinture d'origine d'une Lancia Fulvia Zagato grâce à un outil révolutionnaire. Bertone, Superleggera ou Zagato, ce sont les plus grandes maisons de design et elles sont toutes à Milan. En exclusivité, Thomas a décroché un tête-à-tête avec le petit-fils Zagato dans son usine. Vous avez un modèle préféré? Oui, tout à fait. La prochaine. Enfin, clou du spectacle, à quelques kilomètres des ateliers du Z, le musée Alfa Romeo regroupe un lot exceptionnel de modèles signés des carrossiers italiens, visite unique en perspective. Non capisco più niente, non vedo più la gente. Bon Mathieu, tu sais très bien que l'Italie et plus particulièrement la région de Milan où nous sommes, c'est vraiment le berceau des carrossiers. On a les plus grands noms ici, Touring Superleggera ou, ah tiens, comme par hasard, Zagato. D'ailleurs, il a même une rue à son nom, Ugo Zagato. Allez, on va aller visiter les usines. Zagato, c'est bien plus qu'une affaire de voiture. Depuis 100 ans, cette entreprise est restée familiale. Le boss aujourd'hui, c'est Andrea, Zagato évidemment, petit-fils d'Ugo, le fondateur. Ciao à tutti. ciao. I'm Thomas, enchanté. Nice to meet you. Salut Thomas. Voilà donc vos œuvres. C'est notre collection et toutes les voitures fonctionnent. C'est le trio magique en fait. Perfect trio. Cette Ferrari, c'est un hommage à Enzo Ferrari lui-même. Mon grand-père et lui étaient très proches dans les années 20-30.
comme des associés privilégiés. Je dirais même comme un mari et sa femme qui travaillent ensemble. Enzo Ferrari s'occupait des moteurs, de leur calibration, et mon grand-père les habillait avec une carrosserie ultra légère, spécialement conçue pour les voitures de course Alfa Romeo et de la Scuderia Ferrari de l'époque. Et si on revenait au tout début, en 1919, quand tout a commencé? L'idée de départ était de créer un atelier de coach building pour la fabrication d'avions et de voitures de course. Et ce savoir-faire en matière d'aéronautique a été mis au service exclusif des voitures de course. Grâce à cela, toutes les Alfa Romeo de course pesaient environ 200 kg de moins que la moyenne et surtout, elles étaient beaucoup plus rapides. Meilleure accélération, meilleur freinage et plus aérodynamique. La tradition des carrossiers milanais remonte en fait à plusieurs siècles lorsque leur réputation traversait les frontières. De la fabrication des carrosses à chevaux d'antan à celle des voitures les plus exclusives du monde, il n'y a qu'un pas. Aujourd'hui, les collectionneurs qui nous sollicitent se réunissent en petits groupes. À partir de là, ils nous commandent un modèle bien précis d'une marque. Ensuite, on sélectionne une liste réduite des futurs propriétaires et on la communique à la marque. Voilà comment on peut s'offrir une Zagato. En fait, c'est vous qui choisissez les clients, jamais l'inverse. En plus de conserver ses plus beaux modèles, Zagato garde précieusement dessins et maquettes. De quoi ressusciter des voitures disparues ou n'ayant jamais été produites à l'époque, comme ce projet avorté de 1958. Est-ce que ça représente la toute première étape de conception? Ou est-ce qu'il y a une étape précédente avant d'arriver à ça? L'étape précédente, c'est ça. Ce sont des plans dessinés sur ce qu'on appelle la feuille jaune. C'est là-dessus qu'on crée les lignes de la voiture. C'est toujours signé, là en bas. Celle-ci date de 1958. C'est un original? Oui, tout à fait, c'est un original. Et là, on voit aussi la signature de mon oncle en tant que directeur technique. On a absolument toutes les lignes qui sont dessinées, c'est un vrai travail d'artiste. C'est un vrai chef-d'œuvre. Ça devrait en tout cas. C'est pour ça qu'on refait ces voitures aujourd'hui. Nous pensons qu'elles sont vraiment très belles. Petit scoop, cette voiture sera refaite à l'identique l'année prochaine. Alors on est vraiment à la genèse du projet. Ensuite, à partir de ces dessins, on crée une modélisation 3D. C'est du fait main, bien entendu. Celle-là. Des soins. Ça, par exemple, c'est le modèle original de 1958. C'est exactement la même. Exactement. Donc on transforme les plans en un modèle 3D et ensuite on visualise le résultat final dans la salle de réalité virtuelle. Et quand le résultat définitif nous plaît, on le fait passer dans une machine à commande numérique. On sort les pièces de carrosserie et on commence à construire la voiture. Vous avez un modèle préféré? Oui, tout à fait. La prochaine. Dans sa quête des Italiennes d'exception, notre globetrotter fait une halte dans ce hangar complètement fou. Ici, on cueille du trèfle et encore du trèfle. Bon, c'est vrai que dans Retromania, on a pris l'habitude de vous montrer des collections de fous furieux. Mais là, je pense qu'on a vraiment décroché la palme pour qui aime les Alfa Romeo. Vous voyez, toutes ces voitures derrière moi, elles appartiennent toutes à un seul et même homme. C'est absolument incroyable. On a tout un pan de l'histoire automobile sportive d'Alfa Romeo. Avec ses 50 Alfa Romeo, toutes détentrices d'un palmarès en course, ce pilote amateur n'avait qu'une solution pour toutes les faire rouler. Monter sa propre écurie historique pour Gentleman Driver, la Scuderia del Portello. À la manière d'une écurie moderne, Andrea, c'est le team manager, jamais loin de ses mécanos historiques. Ah, je commence à entendre du bruit, donc j'imagine que quelqu'un doit se cacher derrière. J'imagine que tu dois être Andrea. Bienvenue. Donc c'est toi le gérant de l'atelier et de cette fabuleuse collection, c'est ça? Oui, c'est ma maison ici. Et comme vous le voyez, c'est du travail très précis, exactement. Et ce monsieur, c'est l'un des gardiens du temple.
Oui, c'est Alberto, c'est notre maître. Il a 78 ans, Alberto. Ça fait 50 ans qu'il travaille sur des moteurs d'Alfa Romeo. Il paraît qu'il peut les monter les yeux fermés. Je le crois parce que, vu ses mains et vu l'amour avec lequel il regarde les voitures, je pense qu'elles n'ont plus aucun secret pour lui. Hein. Toutes les voitures de la Scuderia del Portello sont réalisées par nos experts. Et justement aujourd'hui, les équipes doivent tester pour une prochaine course cette Alfa Romeo Giulia, de quoi susciter l'intérêt de notre pilote maison. C'est une Giulia préparée de 2016 qui a couru le rallye Pékin-Paris. Le raid entier, de Pékin à Paris. Oui, tout à fait. Ah, ça doit être génial à conduire. Vous voulez l'essayer? Vraiment. T'as les clés? Bien sûr. Abbronzate tutte chiazze, pelli rosse un po' paonazze, son le ragazze che prendono il sol, ma ce n'è una che prende la luna, tintarella di luna. Alors cette Alfa Giulia TI, elle est vraiment très importante dans l'histoire d'Alfa Romeo puisque quand elle apparaît en 1964, c'est vraiment la première bombinette de la marque. En fait, cette voiture, elle a été vraiment conçue pour le sport, pour le dynamisme, tout ce qui fait l'ADN d'Alfa Romeo depuis plus de 110 ans donc. Question mécanique, cette voiture, elle embarque un petit 1,6 litre double arbre à 5 rapports qui développe 92 chevaux normalement, mais celle-ci a été poussée à 130. On a 2 carbu Weber et on a une voiture qui chante, un intérieur vraiment dépouillé, une auto légère qui ne fait même pas 1 tonne. C'est vraiment la voiture parfaite pour s'amuser, c'est la voiture parfaite pour découvrir le rallye. La Giulia à l'époque, elle était précurseur dans le sens où elle a inauguré pas mal d'avancées techniques, que ce soit les 4 freins à disque ou la carrosserie à déformation, c'est-à-dire que la cellule était préservée en cas de choc. Seul le capot avant ou la balle arrière était compressé. C'était vraiment l'une des voitures les plus sûres de son époque. Alors on a entre les mains une version très exceptionnelle parce qu'une Giulia TI comme celle-là n'a été produite qu'à 501 exemplaires sur 2 années seulement. Donc c'est une voiture exclusive et on a beaucoup de chance de pouvoir être à son volant aujourd'hui. Alors le design de cette Alfa, il n'a pas été confié à un carrossier, il a été directement fait par le centre stylistique de la marque. En résulte une auto très particulière en forme de boîte à chaussures et pourtant ultra aérodynamique avec un coefficient de pénétration de 0,34. Elle est quasiment aussi performante qu'une Porsche 911. Vous savez ce que c'était le slogan de cette voiture à l'époque? C'était Alfa Romeo Giulia, la berline qui gagne les courses. Eh ben c'est pas usurpé hein. Et ce qui était génial, c'est qu'effectivement, eh bien la semaine vous pouviez aller au boulot avec et le week-end vous changiez les roues, vous mettiez une combinaison, un casque et vous pouviez faire des petits rallyes. Cette voiture, dans les années 70, elle était quasiment imbattable. Alors que Thomas teste les limites de son Alfa, en France, notre expert Mathieu Lamour est prêt pour inspecter la Lancia Fulvia Sport signée Zagato. Je vais vous montrer quelques détails de carrossier un peu particuliers. Vous avez ce capot qui s'ouvre sur le côté. C'est très original. Et il y a quelques petits détails des plus intéressants qui montrent que cette voiture est une véritable voiture de carrossier typique des lignes Zagato, un peu anguleuse à l'avant. Le Z d'ailleurs prononce bien ses angles et Zagato sur certains modèles comme les Flaminia eh bien, a adopté des doubles bulles, la double bubble de Zagato typique, la signature du carrossier, permettait de dégager un petit peu plus de place au niveau du ciel de toit pour la tête du pilote et du passager. Côté marché, le marché est plutôt bon et assez stable pour ces petites italiennes.
Celle-ci, par exemple, une 1300S, doit tourner autour de 40 000 € aujourd'hui. Globalement, l'entretien d'une petite Fulvia Zagato comme celle-ci, il faut faire attention donc évidemment au bon état mécanique, il faut faire attention aux détails de pièces puisque c'est une voiture de carrossier, donc produite à seulement 2000 exemplaires pour la première série. La calandre, par exemple, ce sont des pièces qui sont assez difficiles à trouver. L'arrière, les feux, ce sont des feux de NSU qui ne sont pas si courants. Voilà, il vaut mieux en prendre une vraiment en très bon état et faire attention à elle plutôt que de penser faire une bonne affaire et de se retrouver dans une galère pas possible. Si les carrossiers italiens comme Zagato dessinent et construisent entièrement les plus belles transalpines des années 60, chez nous, les collectionneurs tricolores peuvent compter sur le coq le plus chic de France. Après ses débuts dans la réparation de voitures en polyester, le fondateur André Lecoq se lance dans la restauration d'autos de collection. Un de ses amis lui a demandé s'il pouvait lui restaurer une voiture. Il n'était pas trop partant, c'était pas sa passion. Et au final, il l'a fait. Et du coup, il a pris ça d'amour. Il s'est complètement investi dans la restauration. Et il est devenu, en quelques années, un vrai nom de la carrosserie française. Le bassin parisien a toujours été la place de la carrosserie française dans le monde. Des carrossiers qui étaient faiseurs de carrosserie. Et du coup, lui était carrossier, non pas faiseur, mais réparateur, restaurateur. Il faisait partie de ces grands noms qui ont été mondialement connus. Il a fait certaines des plus belles restaurations. Bugatti 57 Atlantique, la Bugatti Etzer qui est au musée Schlumpf. Et voilà, donc c'est certaines de ses très très belles réalisations, mais il en a fait énormément. Aujourd'hui encore, Thomas Aluni, fraîchement à la tête du coq, accueille les transalpines dans la plus pure des traditions. Dans son atelier qui sent bon la Dolce Vita, l'exception italienne est réunie sous ce toit de la région parisienne. Alfa Romeo Giulietta Speeder, Ferrari Dino, Asa 1100 GT ou encore Lancia Flaminia Sport, ce garage regroupe des stars à 4 roues. Et la Flaminia Sport carrossée elle aussi par Zagato. Et ça, le gros avantage en Italie, c'est qu'il y avait pléthore de carrossiers qui travaillaient les autos, un petit peu comme Lecoq a pu le faire à un moment. Exactement. Vous êtes dans la même tradition en fait. Oui. C'est dur de travailler des autos comme celle-ci qui ont été faites pour certaines à la main à l'époque et qui ont une renommée aussi importante. Berton, Zagato, Pininfarina, c'est des noms qui sonnent bien. Ce sont des autos qui sont exceptionnelles parce qu'elles sont pour certaines uniques, chacune avec leur histoire. Et donc il faut les traiter vraiment avec respect. Mais ce qui est sûr, c'est que le travail reste toujours le même. Il faut qu'on fasse un travail de qualité, d'exception. On y apporte la même attention et il ne faut pas se laisser emporter trop par les sentiments. Et par l'émotion, surtout. Voilà, c'est ça. Bon Thomas, je crois qu'il est l'heure pour moi de mettre la main à la pâte. J'ai jamais fait de peinture automobile, donc je ne sais pas à qui tu confies les clés du camion là, mais je vais faire de mon mieux. Tu vas découvrir ce que c'est, mais tu vas être entre de bonnes mains. Tu vas rejoindre Thierry dans l'atelier et pour ça, je vais te confier ta tenue de travail puisque tu rejoins l'équipe. Donc une combinaison. Je l'enfile et je retrouve Thierry près de la Fulvia Zagato. Bon, très bien. Bon courage, on compte sur toi. Direction la cabine de peinture où se trouve une Lancia Fulvia Sport. Le modèle similaire à celui de notre bloc attend un sérieux coup de jeunesse. Grâce à un dispositif révolutionnaire, retrouver la couleur d'origine de l'auto est un jeu d'enfant. Qu'est-ce qu'on va lui faire cette voiture? Alors je vois que déjà elle a été en grande partie poncée et préparée. Mais qu'est-ce qu'on fait avant de peindre une voiture et avant de travailler sur la couleur d'une voiture? D'abord, on va rechercher sa couleur. D'accord. Et on va utiliser un spectro. Donc, un spectro, qu'est-ce que c'est un spectro? Un spectro photocolorimètre, je vais te le montrer si tu veux. C'est un peu barbare comme nom, déjà. C'est cette merveille de technique qui est ici et qui va nous permettre, en fait, de mesurer la couleur du véhicule. Pour réussir à tous les coups son pari, le conseil du pro, dépoussiérer et illustrer une petite zone de la carrosserie. Donc là, en fait, dans cette machine, sont répertoriés les codes couleurs de milliers de voitures sur des décennies complètes. On est capable de retrouver la teinte d'une Lancia Fulvia Zagato des années 70. Exactement. Grâce à la technologie, en fait, on fait revivre des voitures anciennes aussi. C'est ça. C'est curieux, hein? Ouais.
Et cette information qu'on va valider maintenant, elle va nous servir également pour aller chercher rapidement dans la base de données. Donc ici, on a le nom du véhicule, la marque, le modèle, l'année, et puis on peut mettre quelques remarques si on a envie d'identifier particulièrement l'atteinte qu'on vient de mesurer. On passe au labo? On passe au labo. Allez. En connectant son spectrophotocolorimètre à l'ordinateur, Thierry retrouve facilement les dosages précis des différents pigments. Il va nous trouver la recette, et nous, on va composer le gâteau. D'accord. Bien. On va identifier. Là, on s'approche. On va réduire un peu le débit. Oula. Allez, Thomas. Voilà la salle d'opération. Exactement. Et ça permet de peindre en toute sécurité. Et sans... Avec de l'air qui nous protège en plus sur les émanations. C'est parti. Bon, vous voyez, dans Retromania, on paye de sa personne. Hein. Pour l'application avec pistolet, Thierry pose 2 couches de peinture et une de vernis. Parfait. Ah, c'est bien. Bon, bah, très bien, on laisse sécher et puis on va comparer après. Allez, on sort. On va essuyer un petit peu. Et puis là, on va positionner notre plaquette à côté. C'est pas mal, hein? C'est pas mal, hein? C'est chouette, hein? Ouais, c'est chouette. Voilà. En fait, le vernis, c'est vraiment ce qui a lissé tout le travail. C'est toute la finition, ouais. À la fin, et c'est ce qui fait le rendu effet miroir, en fait, de la peinture. Exactement. Et puis ce qui est important, tu vois, sur une plaquette, lorsqu'on fait, c'est qu'on note toujours derrière correctement la formule avec les la recette du gâteau. La recette du gâteau. Comme ça, on a définitivement le gâteau. De retour à Milan, terre des carrossiers mais aussi de certains constructeurs. En 2015, Alfa Romeo décide d'ouvrir un musée pour regrouper toutes ses plus belles créations. Ici, on est dans la section spéciale réservée aux voitures carrossées par des carrossiers extérieurs. On a les Bertone qui s'occupaient principalement des coupés, les Pininfarina qui s'occupaient principalement des cabriolets et encore et toujours Zagato pour la partie dynamique et sportive. Franchement, il y a tellement de voitures que je sais même pas où donner de la tête. Il est temps pour Thomas de retrouver le maître des lieux pour une visite sur mesure. À l'origine de la création du musée, Lorenzo est la mémoire vivante de la marque au trèfle. L'une de ses salles préférées, celle dédiée aux prototypes les plus marquants de son histoire. Combien de carrossiers ont travaillé avec Alfa Romeo dans l'histoire de la marque? Il y en a eu des centaines qui ont travaillé sur des châssis Alfa Romeo, mais certains d'entre eux en partenariat direct. C'est toujours un peu particulier parce qu'on voit des autos qu'on a très souvent vues en photo sur des magazines. Cette voiture, par exemple, la Disco Volante, elle est mythique, mais je ne l'avais jamais vue en vrai. Donc pouvoir l'avoir sous les yeux, c'est un peu comme se rendre au Louvre et voir la Joconde pour la première fois, ça fait toujours quelque chose. Bertone a commencé à beaucoup travailler avec Alfa Romeo sur les Giulietta Sprint dans les années 50. En dessinant ce modèle, il est devenu l'un de nos plus gros associés. Mais certains de ces prototypes n'ont jamais été mis en production, comme celle-ci par exemple. Un prototype de Sprint Speciale qui n'a pas convaincu Alfa Romeo. Ils ont trouvé que le design d'origine des Giulietta était trop marqué pour qu'on le change. Si les années 50 et 60 font la part belle aux lignes douces et rondes, l'approche des années 70 fait apparaître un courant beaucoup plus futuriste. À la fin des années 60, début des années 70, tout a changé. On a commencé à faire des lignes plus tranchantes avec plus d'angle droit. Ce concept car de chez Pininfarina se nomme Cuneo, le coin en français. Et est-ce qu'elle était censée être produite en série, celle-là? Non, c'est le concept car ultime des années 70, la voiture de rêve. L'objectif, c'était de montrer qu'une révolution était possible. Et il fallait le faire avec des lignes choc. Bien sûr, la réalité serait un peu différente, mais on pouvait facilement s'inspirer de ces nouvelles formes. D'ailleurs, à partir des années 70 et dans les années 80, on trouvait sur le marché beaucoup de modèles de voitures inspirés de ce concept. Par ce type de ligne. Et regardez, le design, ça se passe à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. En fait, à l'époque, les designers concevaient des carrosseries, mais aussi des habitacles complètement futuristes et innovants. Cette voiture, elle a inauguré plein d'autres voitures après, avec ses dessins de sièges vraiment sportifs, sa position de boîte de vitesse vraiment agressive. J'aimerais m'installer à bord, mais je crois que ça, pour le coup, c'est vraiment pas possible. Te voglio bene, sai,
Oh tanto. Ah. Je te laisse 2 minutes et t'es encore en train de chanter. Marcello. Il est là. Tommaso. Les années 60, version italienne, on a vu. Si on revenait en France pour parler de ces autos mythiques.